remercie déjà de ta présence. Avec grand plaisir. D'avoir accordé cette interview. Et du coup, tu vas pouvoir nous parler de ton association et de ton parcours de vie, ta philosophie de vie. Je suis la directrice et fondatrice de l'association Océania et de métier, je suis biologiste marin. Donc ma spécialité dans la biologie marine, c'est vraiment les cétacés. Et comment tu as su que tu voulais faire un peu ce métier? Bon, tu m'as expliqué, c'est un parcours, hein, c'est des rencontres, des formations, des destinations qui t'ont complètement évolué sur ça. C'est en moi depuis toujours, depuis que tu m'interroges, depuis que je pense avoir 5-6 ans, donc tu vois, ça remonte assez loin. Ah ouais. Je te dis que je veux faire ça de ma vie, quoi. Donc tu vois, c'est vraiment pour moi protéger ces animaux. Alors après, tu grandis, plus tu y mets des mots différents, une mission différente, etc. Mais depuis toujours, quand tu me demandes ce que je veux faire de ma vie, c'est vraiment protéger les baleines et les dauphins dans le monde. C'est le fait aussi d'avoir osé. Je pense que c'est un grand mot quand vraiment il y a quelque chose qui t'anime aussi profondément et c'est peut-être le pas parfois le plus dur à franchir, mais c'est d'oser, d'aller à la rencontre du peu de personnes qui ont décidé de suivre leurs rêves, de savoir comment ils ont fait, comment ça marche ou comment ça marche pas. Et toi, de te faire ta petite expérience et pas à pas d'aller vers ce qui te ressemble le plus, quoi. Je suis convaincue que c'est des gens passionnés qui vont faire bouger les choses et honnêtement, je ne me vois pas faire autre chose et quand je m'en éloigne, je me rends compte que c'est plus moi. Donc, c'est ça. Donc voilà. Suivre ses aspirations. Exactement. Je suis arrivée en Polynésie française en fait pour finir mes études il y a 8 ans et je ne suis jamais repartie. Et avant ça, du coup, je suis passée par plusieurs endroits pour mes études. Donc, je suis passée notamment par l'île de la Réunion, par l'Espagne, par l'Irlande, le Vietnam, la France. Et quand j'ai atterri ici, pour moi, ça a été vraiment l'endroit parfait où j'ai envisagé mon projet professionnel sur du long terme, où la culture ici localement et les inspirations étaient fortes et m'ont confortée à me dire que je voulais m'établir et poser du moins mes valises quelques années ici. On va parler de ton association Océania, née en 2017. C'est une association environnementale qui est basée sur l'île de Moorea et qui a vraiment pour objectif l'étude et la protection des cétacés. Alors la façon qu'on a de créer nos projets ou de s'impliquer sur cette thématique, elle est vraiment dans la création de projets où en fait on organise tout ça autour de 3 grands piliers. Le premier, c'est celui de la sensibilisation et de l'éducation. Donc du coup notre association est agréée par le pays pour intervenir dans le milieu scolaire, dispenser des programmes environnementaux, faire passer le message, sensibiliser toutes les générations à s'engager d'une façon ou d'une autre. Ensuite, tu as l'axe vraiment qui concerne l'étude et la conservation, où là, ce qui nous intéresse aussi, c'est que progressivement, à travers de nos projets, on arrive à augmenter les connaissances sur ces animaux pour pouvoir prendre des décisions localement vraiment qui vont matcher avec ce qui se passe ici. Et le troisième axe, et qui est pour nous très très important, c'est celui de l'insertion professionnelle et de la formation. C'est-à-dire que, comme on a pu en échanger un petit peu, mais je suis vraiment convaincue de ça, le fait que les filières environnementales aujourd'hui ont un vrai avenir en Polynésie française et ailleurs dans le monde et qu'on a vraiment envie, on se donne vraiment ce rôle chez Océania d'essayer de transmettre, de former des jeunes. Alors les cétacés, c'est un grand groupe qui réunit toutes les espèces de dauphins et de baleines dans le monde. Donc on parle de plus de 87 espèces différentes. Et ici, nous en Polynésie, on a la chance de pouvoir en observer plus d'1 tiers. Donc on a un petit peu plus de 25 espèces différentes. La Polynésie, il y a cette chose très fascinante de se dire qu'on n'est pas beaucoup à vivre ici, mais par contre on recouvre la superficie de la taille de l'Europe. Donc voilà, on a un sacré défi pour l'avenir.
Et donc, ça donne lieu tout simplement à des habitats différents dans lesquels différentes espèces vont trouver leur intérêt. Donc, tu vas autant avoir le privilège de rencontrer la baleine à bosse de façon saisonnière qui va venir de l'Antarctique pour venir ici se reposer, se reproduire et mettre bas, mais également des espèces qui sont ici toute l'année, qu'on dit donc résidentes, comme le dauphin à long bec, comme l'orque, qui est clairement une espèce résidente en Polynésie, qui fait des déplacements à l'échelle de la Polynésie française, mais qui est dans nos eaux tous les ans. L'orque, l'image qu'on a de cette espèce souvent, c'est de se dire c'est une espèce qui vit dans les eaux froides, qui mange des otaries, voilà, qui est le grand prédateur par excellence de l'océan, mais on l'imagine très souvent toujours dans les zones froides, alors qu'il existe des orques tropicales, et c'est le cas pour nous, c'est une population d'orques tropicales qui trouve vraiment son sens à être dans des eaux chaudes toute l'année, et simplement elle va faire ses déplacements en fonction de la ressource alimentaire. Donc nous ici on pense que les orques elles passent la majorité de l'année aux Marquises, où elles se sont spécialisées dans la chasse à la raimanta typiquement, et pendant la période des baleines à bosse, vu que les baleines à bosse elles ne montent pas jusqu'aux Marquises, ce sont les orques qui vont descendre un petit peu plus bas sur nos latitudes et vont venir autour de Tahiti, de Moorea, essayer de se mettre un baleineau sous la dent, parce que l'orque reste clairement le plus grand prédateur de l'océan. Il remplit un rôle qui est extraordinaire, un petit peu de ce régulateur des populations. Il est impressionnant, c'est indéniable, et donc parfois on se met souvent dans la position d'en avoir peur. Donc l'orque, clairement à l'égard de l'homme, n'a jamais aucune attaque qui a été recensée sur l'homme en milieu naturel. Donc c'est pas une espèce dont il faudrait se méfier parce qu'il nous attaquerait, mais plutôt une espèce qui a une façon de s'exprimer très différente, qui vit dans un milieu très différent du nôtre, et que nous, on reste toujours des observateurs et des invités. Donc c'est pas toujours le bon moment de se glisser à l'eau avec, et je pense, mais comme vraiment toute espèce sauvage dont on déciderait d'aller à la rencontre, ça demande une connaissance de l'espèce, ça demande d'être encadré, et ça demande d'avoir une petite lecture du moment. Oceania protège les cétacés, c'est qu'il y a des menaces. Oui, bien sûr. Alors, quelles sont les menaces? Alors, de façon vraiment mondiale, je pense qu'on en entend tous un peu parler. La pollution plastique, la pollution sonore, les collisions, tous ces filets à la dérive dans nos océans. Tout ça constitue vraiment des menaces à part entière. Ici, nous, en Polynésie française, ce qui nous a intéressés, c'est d'essayer de voir les choses par priorité. Donc, pour nous, par exemple, le risque de collision entre Tahiti et Moorea, il est très marqué parce que c'est là où on a l'axe maritime le plus développé. Donc, ça nous semble être une priorité, comme je te disais, dans les premiers projets qu'on a développés, Vigie Sanctuaire, qui est donc ce projet phare de l'association, qui a pour objectif de limiter le risque de collision entre les navires et les baleines à bosse. Ça nous semblait vraiment être une priorité en termes de prise en charge de cette menace et de voir comment, ensemble, on pouvait vraiment la réduire au maximum. Donc, ça fait 3 ans qu'on est déployé sur le terrain. Chaque saison des baleines à bosse, en fait, on va déployer des observateurs à bord de ces navires qui vont donc couvrir cet axe maritime 7 jours sur 7 pendant 4 mois. Les observateurs qui sont sur les navires, ce sont des jeunes qui sont issus de quartiers prioritaires sur l'île de Moorea, qu'on a formés au métier d'observateur mammifère marin et pour qui, en fait, on décroche, on va dire, une enveloppe financière qui nous permet de les rémunérer pendant la saison pour cette activité-là. Et donc, du coup, chacun, on se fait notre petit planning où on va se relayer. Et à ce jour, sur les 3 dernières années, on a presque déclenché 300 manœuvres d'évitement. Ce qui montre clairement que sur cette route, c'est une vraie préoccupation et que surtout le fait d'avoir envisagé un projet où on travaille directement avec le capitaine de ces navires et où on est directement sur ces navires, il y a une vraie réactivité qui s'opère, il y a une vraie prise de conscience de la part du capitaine et cette collaboration, selon nous, c'est clairement ce qui amène à la réussite de Vigie Sanctuaire. Grande menace, alors, elle découle de plusieurs choses, mais c'est clairement le risque d'empêtrement, on appelle ça. C'est-à-dire tous ces animaux, que ce soit des cétacés ou des requins, des poissons, des tortues, qui s'empêtrent dans les déchets qu'il y a à la dérive de nos océans. On parle beaucoup de la pollution plastique, qui est malheureusement très et trop importante. Mais on en oublie toutes les autres choses, malheureusement, qui dérivent dans nos océans et qui en fait sont la majorité dans la pollution de nos océans. C'est-à-dire que tout ce qui est filet de pêche, cordage, nylon, etc., aujourd'hui, ça représente plus de 70% des déchets qui sont à la dérive de nos océans. Tous ces déchets-là, ils sont issus de cette pêche industrielle qui s'est déployée. Et donc là, on aborde une autre menace qui est la surpêche, parce que, en plus de détruire l'habitat, parce que ce sont des techniques qui sont tout sauf sélectives et raisonnables et raisonnées, voilà. Ce sont des activités qui vont engendrer une perte d'un matériel de pêche, que ce soit des filets, des cordages, parce que ça s'arrache sur le fond, ce genre de choses.
Et tout ça, ces déchets, après, ils vont dériver et empêtrer des animaux. Donc nous, pareil, c'est un projet du coup qu'on a développé au sein de l'association qui s'appelle Fa'aora et qui a pour objectif de limiter ce risque d'empêtrement. Donc là, la stratégie pour nos équipes, c'est que chaque semaine, on fait le tour de l'île de Moorea avec des pêcheurs et qu'on va ramasser tous ces déchets à la dérive autour de l'île de Moorea pour mieux quantifier la menace autour de l'île, les prendre en charge directement, donc agir. Et ensuite, ce qui nous tenait à cœur, bien évidemment, ça va être de trouver des solutions par rapport à ce qu'on aura trouvé, de proposer notre initiative pour les îles éloignées parce que finalement on s'est rendu compte quand on a mis ce projet sur pied que les Tuamotu nous ont sollicité énormément parce que eux ils sont vraiment en première ligne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose malheureusement qui s'observe de plus en plus, c'est des navires qui se trouvent à l'extérieur de notre ZEE qui vont lâcher ce qu'on appelle des DCP dérivants et les laisser traverser absolument tout notre sanctuaire pour faire sortir le poisson de la ZEE et pour qu'il puisse pêcher à l'extérieur de notre zone. Okay. Et donc du coup en fait ces DCP dérivants, c'est des énormes plateformes de à peu près on va dire des carrés de 1 mètre sur 1 mètre sous lequel dessous tu as 5-6 mètres de filets qui se trimballent et qui vont amener le poisson à se concentrer autour du dispositif pour se mettre à l'abri dans le grand bleu quoi. Et ça en fait, Tuamotu très souvent ça se prend sur le récif, ça s'échoue sur les îles. Nous on en voit aussi mais apparemment beaucoup moins que ce qui se passe au Tuamotu. Donc ce projet il nous motive aussi vraiment à se dire ok nous on a voulu pointer du doigt ça sur notre île, aujourd'hui on aimerait bien avoir des résultats, des solutions à proposer pour après donner cet outil à qui le souhaitera pour déployer le même type de projet sur son île à son tour quoi. Donc à Roa du coup il y a vraiment cette prise de conscience, le fait d'agir, d'amener la population à nous rejoindre sur des gros ramassages sous-marins parce qu'on s'est donné 2 ans pour nettoyer tout le lagon de Moorea. Donc là on a déjà fait un peu moins de la moitié en 1 an et demi. Okay. Et donc là, on accélère la cadence sur la fin de l'année, enfin, sur l'année qui arrive et le début de l'année prochaine pour vraiment finir ce tour de l'île. Donc du coup, pour nous, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas avoir quelqu'un qui va clairement sortir un filet de l'eau, ça va marquer son esprit, il va se rendre compte de la menace que ça représente. Et après, c'était de trouver aussi quelque chose qui permettait de revaloriser ces déchets parce que une des grandes problématiques des îles, c'est qu'on manque d'espace à terre et que très souvent, les déchets finissent enterrés au fond d'une vallée et que pour nous, c'était juste déporter un peu le problème. Il n'est plus dans l'océan, mais il se retrouve au fond de la vallée. Donc, on travaille avec une entreprise locale qui s'appelle Concrètement Design. Et en fait, eux, ils font ce qu'on appelle de l'upcycling. Donc, on a embauché depuis le début du projet 8 jeunes et qui retravaillent tous ces matériaux. Donc, tu vois, des filets, ça devient des sacs. Tout ce qui est en plastique, en fait, on a une machine qui broie le plastique, qui le refond, on le retransforme en objet du quotidien. Ça part en luminaire, ça part en sculpture artistique pour sensibiliser le grand public. Vraiment, on essaie d'en faire quelque chose pour se dire, en fait, on le considère, un déchet, on va le considérer de déchet, alors qu'en fait, il a clairement très souvent une seconde vie. Voilà. Et clairement aussi, bien évidemment, le réchauffement climatique, alors qui est beaucoup plus complexe à expliquer, mais c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est que souvent on voit les choses à l'échelle d'un océan. Tous ces océans-là sont bien évidemment connectés et donc les répercussions que le réchauffement climatique a sur l'océan sont absolument observées aux 4 coins du monde. Ça peut être pour une espèce migratrice comme la baleine à bosse. Ça va impacter sur ses routes migratoires. Ça va impacter aussi dans le Grand Sud, en Antarctique, sur sa ressource alimentaire. Quelque chose qui est vraiment observé de façon significative, c'est que le krill, lui, les œufs, en fait, pour éclore, ils ont besoin d'une température qui est bien précise. Et le réchauffement climatique va réchauffer cette couche en surface, ce qui ne lui va pas. Donc le krill, lui aussi, maintenant, il a migré à 500 km plus au sud. Ce qui veut dire que les baleines doivent encore plus migrer pour aller chercher leurs ressources alimentaires. Et vu qu'il est moins nombreux, ils se dispersent. Et donc tous ces changements-là, qui pour le moment nous paraissent insignifiants ou petits, etc., prennent une ampleur de plus en plus grande et on ne sait pas dans quelle mesure ça va impacter d'une façon significative toutes ces populations. Toute la problématique du réchauffement climatique, finalement, elle n'est pas dans le réchauffement, elle est sur l'échelle de temps sur laquelle ça s'opère. Ça se passe très vite, ce qui donne peu de créneaux à ces espèces de s'adapter à ce nouvel environnement. Voilà. Et il y a un rôle insoupçonné de la baleine. Oui, enfin, oui. Nouveau, on va dire. Nouveau et que ceux qui ne sont pas forcément passionnés de baleines ne peuvent pas connaître et qui a un rapport avec le changement climatique. Complètement.
Donc les grands cétacés, on peut prendre l'exemple de la baleine à bosse parce qu'elle en fait partie, mais quand je dis grands cétacés, c'est la baleine à bosse, c'est la baleine bleue, les rorquals, enfin toutes ces espèces-là. Tout simplement, ils ont un rôle à jouer parce qu'on les considère aujourd'hui comme des puits à CO2. Ça signifie quoi? Ça signifie aujourd'hui que ces animaux, ils ont la capacité de stocker du CO2 à même titre qu'un arbre. C'est fascinant, on ne peut pas imaginer ça. Donc un arbre, tu vois, il va stocker à peu près 33 kg de CO2. Ouais. Ça va dépendre de sa taille, de son âge, bien évidemment. Et ensuite, à sa mort, cet arbre, il se décompose et donc tout ce qu'il aura emmagasiné, il va en quelque sorte le relâcher dans l'atmosphère. Donc c'est un puits à carbone pour une période qui restera limitée. Une baleine, elle emmagasine tout ce CO2 au travers principalement de son alimentation parce que le krill, le phytoplancton, lui aussi à part entière absorbe du CO2. Donc elle va le stocker, le garder toute sa vie et donc elle peut en stocker jusqu'à plus de 33 tonnes. Mais ensuite, l'avenir de la baleine, enfin le devenir à sa mort, c'est qu'elle va couler sur les plaines abyssales et donc pas le remettre en circuit dans notre atmosphère. Et surtout, c'est que finalement, il va être dans une certaine mesure distribué parce que ces baleines-là, dès qu'elles coulent sur les plaines abyssales, elles représentent entre 100 à 200 ans de nourriture pour les espèces qu'il y a plus au fond, auxquelles on pense rarement, mais c'est un écosystème très très riche à part entière. Et donc, au début, ça va être des espèces comme des requins des profondeurs qui vont venir manger les chairs. Mais après, ça va être des petits vers minuscules qui vont forer vraiment chaque os, tu vois. Et pour eux, une côte de baleine, on en a pour 100 ans, hein, clairement, voilà. Donc, ils vont forer tout ça et donc finalement, ce CO2 se redistribue aussi d'une certaine façon. Donc, le rôle qu'elle joue dans la gestion de ce réchauffement climatique, quelque chose qui a été prouvé sur une étude qui est très récente, c'est qu'en fait, si on avait un peu plus de grands cétacés dans notre océan, l'océan il aurait cette capacité d'emmagasiner encore plus de CO2 et donc du coup de nous permettre indirectement d'agir comme un acteur à part entière dans le réchauffement climatique. Ce qui est aussi incroyable, la relation à faire, c'est que ces baleines-là, dès qu'elles vont rejeter leur déjection dans l'océan, ces déjections-là, elles sont très riches en fer. Et le fer, en fait, aujourd'hui, c'est l'élément le plus limitant dans l'océan. C'est-à-dire que c'est lui qui va permettre la croissance du phytoplancton. Et donc, clairement, le phytoplancton qui lui produit de l'oxygène et dont on a vraiment besoin est intimement lié au fait qu'il y ait des baleines autour de lui à un moment dans son cycle de vie. Ouais. Si on augmente d'1% la population de phytoplancton dans le monde, on se rend compte que c'est comme si on rajoutait subitement l'équivalent de 4 forêts amazoniennes sur notre planète Terre. Wow. Voilà. Et donc, pour augmenter d'1% ce phytoplancton, il faudra augmenter de quelques pourcents la population des baleines. D'Océania, le dernier projet mis en place. Alors cette année on a lancé un nouveau projet qui s'appelle Paruru. C'est un projet qui a pour objectif de proposer un nouveau recensement de la population des baleines à bosse en Polynésie. Donc en fait il y a déjà des études bien évidemment qui ont été faites, c'est-à-dire que la note va arriver en complémentarité pour faire une petite mise à jour. Et donc c'est une opportunité incroyable pour notre association de se déployer en dehors de Moorea. Donc voilà, donc cette année du coup on va couvrir 9 îles différentes. Donc on va faire Moorea, Tahiti et ensuite on va aller sur Techaroa, Rurutu, Tubuai, Makatea, Tikehau et donc ensuite potentiellement Maiho aussi quoi. Okay. Donc ce qui fait que toutes ces îles-là, pour nous, ça va être l'opportunité d'avoir un catalogue de baleines à bosse. On va pouvoir augmenter le nombre d'individus dans le catalogue et pouvoir potentiellement croiser la route d'individus qu'on n'a pas croisés ici autour de Moorea jusqu'à présent. Okay. Donc la façon de faire du recensement, tu as soit avec la photo-identification, où on prend la nageoire caudale, donc la queue de la baleine en photo, et c'est un peu comme notre empreinte digitale, c'est unique pour chaque individu, ou soit la génétique, et c'est quelque chose qu'on va déployer cette année, c'est-à-dire que
Les baleines à bosse, comme d'autres cétacés, perdent leur peau morte, hein, en desquame comme nous. Sauf que quand elles perdent des peaux, tu les vois dans l'eau. Alors c'est pas nécessairement très gros. On a en tête des fois qu'elles perdent des peaux. Alors pas du tout. La majorité du temps, ça fait la taille à peu près de l'ongle de votre pouce et parfois un petit peu plus gros. Quoi qu'il advienne, quand on se met à l'eau, on récupère ces squames et ensuite on les envoie au laboratoire et ça nous permet d'avoir une carte d'identité génétique de l'animal et donc d'avoir des informations comme les liens de parenté dans la population, l'âge de l'animal, avoir un sexe pour sûr, parce que parfois il y a des individus qu'on n'arrive pas à sexer parce qu'on n'observe pas leur bas-ventre et que c'est la seule façon de sexer les animaux. Donc tout ça fait que normalement on devrait arriver d'ici quelques années avec une meilleure caractérisation de la population des baleines à bosse de Polynésie. Et ça c'est un grand projet pour nous parce que il va nous demander un temps en mer colossal, à notre plus grand plaisir, et surtout va nous permettre d'aller vraiment, ce que je te disais tout à l'heure, dans l'augmentation un petit peu des connaissances et de pouvoir prendre des décisions localement qui sont importantes parce que l'idée de ce projet finalement c'est pas de savoir par curiosité combien de baleines on a, mais c'est de savoir combien de baleines on a, mais combien de pourcentage de la population est en capacité actuellement de se reproduire, quel est le sexe ratio. Toutes ces informations elles te donnent des clés pour la conservation de cette espèce. C'est pas du tout la même chose si tu as une population où c'est que des jeunes qui sont pas capables de se reproduire pour le moment, ou au contraire que des vieux qui se reproduisent mais qui ont une espérance de vie où on est plutôt sur la fin. Donc tout ça c'est important pour nous et on est très heureux de déployer ce projet là en collaboration avec le pays et avec une fondation qui nous soutient financièrement pour ce projet là. Ce qui est génial c'est que toutes ces informations elles sont transmises, c'est pas que pour vous quoi. Bien sûr, c'est l'intérêt, c'est qu'elles sont transmises et c'est qu'en allant finalement sur ces îles éloignées, on va agrandir le réseau de l'association et former des observateurs sur les îles éloignées qui même quand nous on sera partis pourront continuer de faire ces observations et nous envoyer de l'info. Exactement. Sur Vigisanctuaire, on utilise une application qui s'appelle Obs en mer. Obs en mer, du coup, c'est une application qui a été développée en France par une association qui s'appelle le GEC, qui est basée en Normandie, et par un institut qui s'appelle Seabell Planets. Et donc, cette application, elle a été déployée dans l'outre-mer français il y a quelques années. Et on a décidé vraiment, nous, d'en faire un peu la promotion ici localement et surtout de devenir les gestionnaires de toute la zone Pacifique Sud parce qu'elle nous semble être l'outil le plus adapté. Ici, notre grande contrainte, c'est la connexion Internet, par exemple, dès qu'on est sur le terrain. Et c'est une application qui fonctionne hors ligne. C'est une application qui est gratuite, que vous pouvez télécharger directement sur votre store, enfin sur votre portable ou sur l'ordinateur aussi. Vous pouvez avoir accès au site internet et vous pouvez du coup à part entière devenir observateur et quand vous êtes en mer, vous allez faire un tour en VAHAC, vous allez au surf, à la pêche, peu importe, quand vous rentrez à la maison, vous remplissez la petite observation et ça nous permet au moins d'avoir une meilleure idée de la répartition des espèces à l'échelle du sanctuaire qui est énorme. Et parfois un pêcheur il va faire une observation d'une espèce que nous on n'aura jamais faite et ça va un petit peu nous guider dans nos choix futurs de projets à déployer autour de telle et telle île. Donc c'est vraiment un outil qui est à la portée de tous. Aujourd'hui on est une société de plus en plus connectée. C'est une façon vraiment à part entière de s'impliquer, alors que vous soyez ici en Polynésie ou ailleurs du coup, parce que c'est une application qui est valable dans tout l'outre-mer français et en France. Donc à vos portables. Et je te remercie grandement pour toutes tes explications, le partage de ton expérience et puis cette transmission de ta passion. Pour tous ceux qui ont des projets, et voilà, c'est une preuve, croire en soi et oser.